Bonjour tout le monde, je m'appelle Valérie, je suis nutritionniste et aujourd'hui nous revoilà pour la partie 2 de mes essentiels du garde-manger. Dans la première partie, j'ai couvert les protéines, les tomates et les grains entiers consommés principalement en accompagnement. Si vous ne l'avez pas déjà visionné, je vous conseille de le faire dès maintenant. Je vous rappelle que mes choix se sont arrêtés sur des aliments santé, pour la plupart économiques, conservés sur tablette avant l'ouverture. Ensuite, sur des aliments multi-usages et que je considère essentiels dans ma cuisine. Alors, on poursuit dès maintenant avec la catégorie numéro 4, les gras, et je commence avec les noix et les graines. C'est vrai que les noix et les graines peuvent être coûteuses, mais ça tombe bien, une petite quantité suffit. Puis, elles contiennent des bons gras, mais aussi des protéines, des vitamines, des minéraux et des fibres en quantité variable. Et comme toujours, j'encourage vraiment de varier votre consommation parce que chacune d'entre elles vont avoir leurs particularités. Donc, par exemple, pour le zinc, on va préférer les graines de chanvre, les graines de citrouille et les noix de pin. Pour le calcium, graines de sésame, graines de chia et amandes. Ensuite, pour les oméga-3, le lin, le chia, les graines de chanvre, les graines de caméline et les noix de Grenoble. Les protéines, on va se tourner vers le chanvre et les graines de citrouille. Et une noix de Brésil couvre plus de 100% des besoins recommandés en sélénium. En cuisine, j'aime particulièrement les noix de cajou pour tout ce qui est préparation crémeuse. Donc, il vous suffit de les laisser tremper toute la nuit ou 30 minutes dans de l'eau bouillante. Et là, ça, c'est vraiment excellent pour vos sauces fromagées, sauces Alfredo, les trempettes, les vinaigrettes et même pour des coulis de dessert, c'est vraiment délicieux. Ensuite, j'aime beaucoup les graines de chia qui vont vraiment absorber les liquides et donner une consistance un peu similaire à un pudding tapioca. Donc, vraiment très bon pour faire des puddings justement ou même dans les gruaux à préparer la veille. Et ensuite, j'ai toujours des graines de lin moulues. Dans les graines riches en oméga 3, c'est de loin les moins dispendieuses et je les utilise aussi souvent pour remplacer des œufs. Donc, pour un œuf, il suffit de laisser tremper une cuillère à table de graines de lin moulu dans 2-3 cuillères à table d'eau pendant 10 minutes et vous pouvez remplacer les œufs dans plusieurs recettes comme les muffins, les pains dessert, les biscuits, les barres déjeuner cuits au four et même dans les pains de lentilles ou les burgers végés, j'ai eu du succès également. Puis en général, les noix et les graines, je vais préférer les conserver au frigo ou même encore mieux au congélateur pour augmenter leur durée de conservation. Dans la même lignée, j'ai toujours minimum 2 pots de beurre de noix. Le premier que je vais principalement utiliser en tartinade, dans mes desserts ou même, avouons-le, à la cuillère. J'aime vraiment ça. Donc, pour ça, je vais aller vers les beurres d'arachide, beurre d'amande, beurre de noisette, beurre de graines de tournesol. Vraiment, là, il y a plein de possibilités à explorer. Et mon deuxième que j'ai toujours sous la main, c'est le tahini, qui est un beurre de sésame vraiment savoureux dans vos sauces, dans vos vinaigrettes, dans les tartinades, comme le hummus d'ailleurs, qui est fait à partir de tahini et de pois chiches. Et même dans certains de vos plats salés et desserts, c'est vraiment délicieux, donc j'en ai vraiment toujours sous la main. Maintenant, je vous recommande de préférer les versions naturelles parce que vous allez retrouver un ingrédient, la noix ou la graine, c'est tout. Puis, dans les versions naturelles, l'huile a tendance à remonter à la surface. C'est tout à fait normal, simplement bien brassé. Et pour faciliter le processus, vous pouvez entreposer vos pots à l'envers. Une fois ouvert, il faut le conserver au frigo. Dernier produit pour couronner la catégorie gras, c'est les huiles. Et je vous conseille de toujours en avoir 2 à la maison, une pour la cuisson et une pour assaisonner à froid dans vos vinaigrettes ou même en garniture par exemple. Ce qu'il faut savoir pour la cuisson, c'est que les huiles sont susceptibles de se détériorer à la chaleur, particulièrement au point de fumer. Et ça peut entraîner la formation de produits de décomposition nuisibles pour la santé et une perte d'une partie des vitamines, minéraux, des antioxydants et des qualités organoleptiques des huiles.
Pour éviter ça, on favorise les huiles riches en acides gras monoinsaturés avec un point de fumée élevé. Des exemples, les huiles raffinées riches en acides gras monoinsaturés comme l'huile d'olive, l'huile de canola, l'huile d'avocat, l'huile de tournesol riche en oléique. Sinon, une exception, c'est l'huile de caméline qui est quand même riche en acides gras polyinsaturés, mais qui semble résister à la chaleur également. Pour ma part, j'aime mieux me tourner vers une huile bon marché pour la cuisson, pour les raisons mentionnées plus tôt. Donc, je vais souvent me tourner vers une huile d'olive raffinée. Vous avez simplement à chercher huile d'olive sans la mention vierge ou extra vierge, qui sont des termes propres à l'huile d'olive pour désigner une huile pressée à froid. Maintenant, pour les huiles destinées à l'assaisonnement, là, ça vaut le coup d'investir un peu plus. Donc là, vous pouvez choisir une huile d'olive extra vierge ou vierge, ou même des huiles végétales pressées à froid ou de première pression pour vraiment aller tirer le maximum de nutriments et de saveurs. Pour ma part, encore une fois, je vais me tourner vers l'huile d'olive. J'aime son goût. Elle se conserve longtemps à température ambiante, puis on peut quand même en trouver des pas trop chers. Sinon, j'aurais tendance à me tourner vers les huiles qui vont fournir aussi des oméga 3 parce que notre alimentation est déjà très abondante en oméga 6. Donc, en ordre décroissant, on a l'huile de lin, l'huile de caméline, l'huile de chanvre, l'huile de noix de Grenoble et l'huile de canola bio qui peuvent être des bons choix. Vous allez payer plus cher et plusieurs gagnent à être réfrigérés. Donc, simplement vous référez aux indications du fabricant pour bien les conserver. Puis, sinon, j'aime aussi avoir l'huile de sésame, simplement pour son goût unique là, dans les plats asiatiques. Dans tous les cas, favorisez les bouteilles opaques que vous allez entreposer à l'abri de la lumière, de la chaleur et dans des contenants hermétiques parce qu'en plus de la chaleur, les réactions d'oxydation peuvent être catalysées par la lumière et l'oxygène également. Donc, les belles petites bouteilles translucides à proximité de la cuisinière, c'est pas une bonne idée. Aussi, je voudrais terminer en disant que je recommande de modérer sa consommation d'huile et de préférer les aliments dans leur version entière. Maintenant, on passe à la catégorie 5, les aliments dédiés à la préparation des desserts et des déjeuners. Et je commence par un de mes favoris, les flocons d'avoine. L'avoine peut se présenter sous différentes formes en épicerie. Vous allez d'abord trouver le grain d'avoine qui est simplement l'avoine décortiquée. Ensuite, l'avoine épointée qui est le grain d'avoine décortiqué coupé en 2-3 morceaux simplement. Et finalement, la forme la mieux connue probablement, les flocons d'avoine qui sont le grain d'avoine décortiqué traité à la vapeur et aplati à différents degrés pour obtenir les flocons d'avoine réguliers, rapides et instantanés. Bonne nouvelle, ce sont tous des grains entiers et peuvent être un choix intéressant pour vos déjeuners et vos desserts à condition de les choisir nature. Les versions moins transformées vont offrir comme avantage, entre autres, un indice glycémique plus faible, ce qui peut être un petit avantage pour les gens qui souffrent de diabète, par exemple, mais le temps de cuisson va être plus élevé également. Pour ma part, je vais souvent me tourner vers les flocons d'avoine réguliers, qui est un bel entre-deux. J'aime beaucoup le fait qu'ils vont garder leur forme à la cuisson. Le temps de cuisson n'est pas très élevé non plus, puis ça va être parfait pour tout ce qui est préparation de granola, de croustade, mes gruaux à préparer la veille également. Et je vais aussi m'en servir pour faire de la farine, tout simplement en passant mes flocons au robot culinaire. N'oubliez pas aussi qu'il existe d'autres céréales sous forme de flocons, donc je vous encourage vraiment à explorer les autres possibilités. Un autre incontournable, c'est la farine. Je vous suggère d'avoir minimalement une farine de blé entier, de préférence intégrale. Et là, petit cours 101 sur la farine de blé. Dans la farine dite de blé entier, on peut quand même retirer jusqu'à 5% du grain. Donc, essentiellement, on enlève la majeure partie du germe et une fraction du son. Alors, pour aller chercher vraiment toutes les composantes du blé, il faut rechercher farine de blé entier suivi des termes intégral ou incluant le germe. Évidemment, la farine régulière de blé entier demeure quand même une meilleure alternative là, que la farine blanche.
Et les farines de blé entier peuvent remplacer la farine tout usage dans la plupart de vos recettes de boulangerie et de pâtisserie, à l'exception de quelques gâteaux un peu plus délicats. Attendez-vous par contre à un produit plus dense et un goût plus prononcé. Donc comme entre deux, je peux vous suggérer de faire moitié-moitié farine blanche et farine de blé entier. Si vous cuisinez plus, vous pouvez vous tourner vers des farines de spécialité comme les farines à pain ou encore les farines à pâtisserie. Et je vous encourage vraiment d'aller explorer les autres farines également. Donc ici, j'ai la farine de sarrasin que j'aime beaucoup. Et ici, j'ai la farine de pois chiches que j'utilise principalement pour les crêpes salées, la traditionnelle soca. Puis aussi les craquelins également, ça fonctionne vraiment bien. Et n'oubliez pas également que les farines de grains entiers deviennent rances plus facilement. Donc, c'est préférable de les conserver au congélateur. Deux autres essentiels, le bicarbonate de soude et la poudre à pâte pour faire lever vos préparations. Et là, la raison pour laquelle j'ai un énorme format, c'est que je l'utilise beaucoup aussi pour l'entretien ménager. Un autre must, si vous êtes un fan de chocolat comme moi, c'est la poudre de cacao non sucrée qui va vraiment aller chercher la saveur chocolatée dans vos desserts et dans vos déjeuners. Et vous allez même pouvoir l'utiliser dans certains de vos plats salés comme les chilis ou même encore le poulet mollet, un classique de la cuisine mexicaine. J'ai aussi presque toujours une conserve de purée de citrouille à ne pas confondre avec la garniture pour tarte à la citrouille qui, elle, est très sucrée. Sinon, des purées de fruits sans sucre ajouté pour la préparation des desserts, des collations et des déjeuners. La purée de citrouille peut aussi s'employer dans certains plats salés comme les currys, les chilis, les mac and cheese, les trempettes et même les potages. Donc, c'est un produit vraiment intéressant à conserver dans son garde-manger. Ensuite, on a l'extrait de vanille qui est un must dans plusieurs recettes de dessert. Et finalement, je ne peux pas parler de pâtisserie de dessert sans aborder les sucres. Il vous faut au moins un agent sucrant pour la préparation de vos desserts, déjeuners, collations et même pour équilibrer certains de vos plats salés. Maintenant, il existe plusieurs formes de sucre sur le marché. Je vais en aborder quelques-uns. Le plus connu, c'est probablement le sucre blanc ou le sucre de table qui est extrait de la canne à sucre ou de la betterave à sucre. Ensuite, il y a le sucre brun ou la cassonade qui est simplement en fait le sucre blanc auquel on a ajouté de la mélasse. Et la mélasse, elle, est un résidu issu du raffinage du sucre de la canne à sucre et la mélasse de fantaisie provient de la première extraction alors que la mélasse verte ou blackstrap provient de la troisième extraction. Et finalement, il y a le miel et notre beau sirop d'érable. Maintenant, lequel choisir? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces sucres-là demeurent des sucres libres qui, en quantité excessive, sont associés à des problèmes de santé. Puis même si les sucres moins raffinés contiennent plus de vitamines, minéraux et d'antioxydants, ça demeure que les sucres contribuent peu à l'apport en nutriments comparativement aux autres aliments. La seule exception, je dirais, c'est la mélasse, particulièrement la mélasse verte, qui se distingue quand même dans son contenu en fer, en calcium, manganèse et en cuivre. Mais je connais pas beaucoup de monde qui sont friands de la mélasse verte. Donc, ma recommandation, optez pour le sucre qui correspond le mieux à vos préférences, valeurs et budget et limitez votre consommation. Ceci étant dit, mon chouchou, vous l'avez sans doute deviné, c'est le sirop d'érable pour son goût unique et parce que c'est un produit local. Par contre, parmi tous les sucres présentés, c'est aussi celui qui va revenir le plus cher, donc à vous de décider. Et une fois ouvert, on va le transvider dans un contenant hermétique et le conserver au frigo. Maintenant, passons à la catégorie 6, les condiments. Les condiments sont essentiels pour ajouter de la saveur à vos plats, mais c'est aussi ici que la facture d'épicerie peut exploser. Donc, avec les années de maladie, j'ai appris vraiment à cuisiner plus simplement et je vais vous présenter les condiments qui se retrouvent le plus souvent dans mon garde-manger, en commençant par les sauces piquantes. Et c'est vraiment mon conjoint qui m'a initiée aux sauces piquantes et maintenant, j'ai beaucoup de difficultés à manger un plat sans
ajouter une petite touche de piquant. Et là, dans les sauces piquantes, il y en existe une multitude. Je vais vous présenter les plus connues. Et on commence avec la sauce Red Hot qui va être utilisée pour les plats où on va aller chercher une saveur buffalo ou même tout simplement en garniture. Ensuite, il y a les sauces Tabasco qui sont idéales pour les plats mexicains. Elles se déclinent en plusieurs variétés, incluant la sauce originale, la sauce au piment vert et la sauce chipotle si vous aimez le goût fumé. Ensuite, on a la sauce peri-peri qui est vraiment savoureuse, plutôt douce, je dirais, et accompagne à merveille le poulet, les fruits de mer et le poisson grillé. Ensuite, on a la sauce sriracha qui est très polyvalente, qui peut être employée un peu partout. J'aime bien la surnommer le ketchup des Asiatiques. Ensuite, on a le sambal oelek qui, contrairement aux autres sauces plutôt lisses, la sambal oelek, on va vraiment être en mesure de distinguer les grains de piquant et je vais surtout l'employer dans les plats asiatiques. Ensuite, on a la sauce harissa qui est une sauce très parfumée et de mon point de vue plutôt douce qui accompagne à merveille les couscous, les tagines ou les grillades de viande, poisson ou légumes. Et avant, mon conjoint avait une énorme collection de sauces piquantes. On se restreint plus à 2-3 et le plus souvent, ça va être la sauce Red Hot, le sambal oelek et plus ou moins la sauce Tabasco. Mon chum, c'est le piquant et moi, c'est les moutardes. Avant, j'avais une étagère de mon frigo complète dédiée aux moutardes. J'en avais de toutes les sortes. Maintenant, moi aussi, je me restreins à 2-3 et le plus souvent, ça va être la moutarde à l'ancienne, la moutarde de Dijon et la moutarde jaune. Puis, je vais moi-même les assaisonner au besoin avec des herbes comme l'estragon, par exemple. C'est vraiment délicieux. Ensuite, il vous faut une sauce soya ou un équivalent pour tout ce qui est préparation de plats asiatiques. Je vous recommande d'opter pour la version réduite en sodium ou de vous-même la diluer au moment de la préparation de vos repas avec un peu d'eau. Toujours dans les condiments, il vous faut des vinaigres. L'acidité est très importante en cuisine pour équilibrer les saveurs. Et là, au niveau des vinaigres, la variété est très grande également. Pour un garde-manger plutôt minimaliste, je vous propose mon trio de choix. D'abord, le vinaigre de riz, le vinaigre de cidre et le vinaigre balsamique. Je serais vraiment curieuse de connaître votre trio à vous. Et là, le choix de la bouteille va vraiment dépendre de votre utilisation parce que la qualité et le prix peut vraiment varier grandement. Ensuite, j'ai toujours un vinaigre blanc, principalement pour l'entretien ménager. Avec mon bicarbonate de soude, je peux pratiquement nettoyer toute ma maison. C'est vraiment fantastique. Un autre incontournable, à mon avis, c'est le lait de coco que je vais souvent employer pour mes caries ou encore les soupes thaï. Bon, le lait de coco, c'est riche en gras, essentiellement des gras saturés. Donc, vous pouvez opter pour la version légère, sinon même de le diluer vous-même lors de la préparation des repas. Sinon, si vous l'employez, comme la plupart des personnes, occasionnellement, là, pas de souci pour la version originale. Vous pouvez aussi utiliser le lait de coco pour préparer une crème fouettée parfumée au coco. Il vous suffit de laisser reposer une conserve de lait de coco, très important, régulier, au frigo pendant toute la nuit et ensuite de retirer la crème et de la fouetter jusqu'à la consistance désirée et c'est vraiment délicieux. Et finalement, dans la catégorie condiments, les épices et les fines herbes sont vraiment essentielles pour ajouter beaucoup de saveur à vos plats. Et là, on peut vraiment aller à l'infini, mais je vais vous inscrire à l'écran ou dans la barre d'informations celles qui se retrouvent le plus souvent dans mon garde-manger. C'est des choix versatiles avec lesquels vous pouvez vraiment faire plusieurs mélanges d'assaisonnement intéressants. Et finalement, dernière catégorie, les aliments frais. J'ai toujours de l'ail et des oignons qui sont à la base de tous mes plats, des pommes de terre et en saison, j'ajoute à ce trio les courges. Et voilà ce qui complète mes essentiels du garde-manger. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je l'apprécie énormément. Et encore une fois, j'aimerais vraiment connaître vos essentiels du garde-manger pour la partie 2. Sinon, on se revoit très bientôt. Bye bye!